et bienvenue, hein, donc dans ce 5e atelier à tout close qui est consacré au marché de fourniture. Et ce qui nous a semblé intéressant d'aborder ce sujet, d'un point de vue considération sociale et comment, les marchés de fourniture, peuvent être, enfin pourraient être un levier pour les structures de l'ESS puisqu'on sait que, ces marchés ne prêtent pas forcément à la prise en compte de considérations, sociales puisqu'ils sont considérés comme avoir, un pourcentage de main-d'œuvre moins important que des marchés de services, ou de travaux, classiques dans lesquels il y a, classiquement de la clause sociale. Donc au cours de pour cet atelier, on aura 3 intervenants. Donc il nous a semblé, intéressant de faire un rappel, des obligations, du contexte donc de la loi AGEC, des obligations, alors plus précisément de l'article 58, et puis de l'évolution à venir. Donc c'est Anaëlle Mazin, chargée de mission, guichet vert au sein de, GIP Maximilien qui fera cette présentation, puis qui vous présentera également l'offre de services, sur le volet environnemental, du GIP Maximilien. Ensuite, on vous présentera un outil, qui vous permet aussi d'identifier, hein, les structures de l'ESS qui peuvent, répondre à la loi AGEC, donc par l'intervention de la CRES, donc Lucas Vionnet. Et puis on aura, le témoignage d'une SIAE, d'une entreprise d'insertion, donc l'entreprise Aptima, donc Olivier Briot qui est présent et qui nous expliquera, voilà, si, l'article 58 de la loi AGEC, a déjà été, un levier pour la structure pour répondre à des marchés publics. Voilà, voilà. Écoute, Anaëlle, si tu veux bien, je te laisse la parole. Je te laisse partager Oui, ton écran. d'accord. Eh Et alors bien, n'hésitez pas comme d'habitude juste excuse-moi Anaëlle, juste voilà, on je rappelle, t'en prie. voilà, questions, voilà, n'hésitez pas à intervenir dans le chat. Voilà, normalement, j'ai partagé mon écran. Est-ce que vous le voyez bien? Oui, très bien. OK, alors je mets en grand écran et j'en profite pour redire bonjour à tout le monde. Comme l'a dit Erika, effectivement, je suis chargée de mission guichet vert. Je vais revenir dessus juste après, mais d'abord, effectivement, on va faire un focus sur l'article 58 de la loi AGEC. Alors, la loi AGEC, donc anti-gaspillage pour une économie circulaire, vise à transformer l'économie dite linéaire, donc c'est l'économie plutôt actuelle, hein, qui consiste à produire, utiliser puis jeter des biens. Donc transformer cette économie linéaire en une économie plus circulaire, de manière à répondre aux enjeux environnementaux et climatiques qu'on connaît toutes et tous. Et ça passe par, la réduction de l'utilisation de ressources non renouvelables, mais aussi la réduction, de la création de déchets. Et pour ce faire, on va chercher à favoriser le réemploi, la réutilisation et le recyclage. Alors, quand on parle d'économie circulaire, de manière générale, on a recours à cette illustration, qui provient de l'ADEME, qui est assez parlante. Elle reprend les 3 domaines d'action principaux que sont l'offre des acteurs économiques, la demande et le comportement des consommateurs, ainsi que la gestion des déchets. Et on va retrouver 7 grands piliers, parmi lesquels on va avoir l'approvisionnement durable chez les opérateurs économiques, l'éco-conception. Donc l'éco-conception, ça va être tout ce qui est utilisation moindre de matière, meilleure réparabilité, meilleure durabilité des biens. On va avoir l'économie de la fonctionnalité aussi, qui peut nous intéresser, puisqu'elle consiste à réfléchir plutôt aux usages. On est dans une logique plutôt servicielle, à l'inverse d'un simple achat de biens. Donc, par exemple, quand on est sur par exemple, un achat de voiture, l'idée, ça va pas être le besoin, c'est pas acheter une voiture, c'est de se déplacer. Et l'économie de la fonctionnalité, c'est donc repenser cette manière, de cette manière-là, l'usage en fait, donc le déplacement. Et donc, on va pas forcément acheter des véhicules, mais on peut aussi imaginer des solutions d'autopartage, de mutualisation de la flotte de véhicules, de location également en fonction des besoins. Ensuite, dans la demande, et le comportement des consommateurs, on va retrouver tout ce qui est achat responsable, donc consommation collaborative aussi, à nouveau, hein, la mutualisation avec le service d'à côté, avec la collectivité d'à côté.
réfléchir aussi à allonger la durée de vie des biens, que ce soit en réemployant, en réparant, en réutilisant. Mais en fait, on voit que le réemploi et la réutilisation reviennent tout du long, enfin dans chacun des piliers presque, puisque, on l'a aussi, hein, le tout premier, c'est l'approvisionnement durable, chez les opérateurs économiques. Et donc l'idée, c'est qu'eux-mêmes s'approvisionnent et produisent des biens comprenant des matières, issues du réemploi, de la réutilisation, comprenant des matières recyclées et cetera. Nous-mêmes, acheteurs publics, on va chercher à s'approvisionner en produits issus du réemploi ou de la réutilisation. Et ensuite, quand on est sur la fin d'usage du bien, on va pouvoir chercher à le réemployer au sein d'un autre service, par exemple. Je pense notamment à un ordinateur qui ne serait plus aussi performant, mais qui, du coup, pourrait tout à fait suffire aux besoins d'un autre service par rapport à celui dans lequel il est utilisé actuellement. Donc, on pourrait, par exemple, penser de cette manière-là. On peut aussi se pencher, sur, tout ce qui est dons et passer aussi par, les filières, de responsabilité élargie du producteur et donc passer par les éco-organismes qui vont récupérer les biens et vont éventuellement pouvoir les reconditionner pour qu'ensuite ils repartent dans le système plutôt que de partir tout simplement, en déchets, donc au recyclage au mieux ou bien, à l'incinération ou à l'enfouissement. Donc, comme j'ai conscience que ce sont des termes qui sont beaucoup utilisés quand on parle de la loi AGEC, mais qui ne sont pas forcément les plus clairs, je reviens rapidement sur les définitions du réemploi, de la réutilisation et du recyclage. Le recyclage, on le connaît plutôt bien, c'est assez facile. Il s'agit de valoriser des déchets, donc on va les retraiter en substances, matières ou produits, que ce soit aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Par exemple, quand on est sur, du matériel informatique, il va pouvoir comprendre des matières recyclées, que ce soit du plastique ou des composants, à l'intérieur. On est aussi sur du papier recyclé. Là, on voit on reste sur la fonction initiale, mais par contre, on peut avoir des exemples différents comme les vêtements en plastique recyclé. C'est-à-dire qu'on peut avoir des bouteilles faites en plastique qu'on va recycler, on va récupérer, la matière, on va la transformer en paillettes de plastique et à partir de là, on va pouvoir créer des vêtements, qui seront donc, à partir de ce plastique recyclé. Donc là, on sera sur, pas la fonction initiale, mais une autre. Ensuite, pour la réutilisation, on va, être sur une substance, matière ou produit qui est devenu un déchet et qui est utilisé à nouveau. Ce qui veut dire que là, on a connu le stade de déchet, il y a besoin donc de nettoyage, de réparation, de reconditionnement pour pouvoir réutiliser le produit. Ça va être par exemple les téléphones reconditionnés qui vont avoir besoin d'une nouvelle batterie, d'un nouvel écran, de changer aussi peut-être les prises, la prise pour les écouteurs, pour le chargement, et cetera. Ensuite, on va avoir les cartouches remanufacturées comme autre exemple. Donc ce sont des cartouches d'encre qui sont neuves à la base, elles sont utilisées, donc on les vide de leur encre et ensuite on va les, récupérer pour remettre de l'encre dedans et donc on va pouvoir les réutiliser. Également, bon, je vous avais noté équipement ménager réparé. C'est vrai que tout équipement auquel on peut penser qui va être réparé, qui va connaître, un reconditionnement, ça entre dans la réutilisation. C'est-à-dire que vraiment, on a le côté déchet qui est à prendre en compte. On ne peut pas utiliser a priori l'objet, ou pas parfaitement en tout cas, sans cette phase de reconditionnement ou de nettoyage. Et à l'inverse, pour le réemploi, en fait, on va être sur des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets et donc qu'on va pouvoir réutiliser, enfin pardon, qu'on va pouvoir utiliser, à l'identique. Donc ça va être, par exemple, un meuble, si je prends un bureau et que je n'ai pas besoin de le réparer, je vais faire du réemploi. Par contre, si je prends un bureau, que j'en coupe une partie et que la partie qui est coupée devient une étagère, là, on sera sur de la réutilisation puisque on change l'usage mais là, sur un réemploi simple, c'est vraiment je prends l'objet, je le réutilise de la même manière. Et pardon, je devrais pas dire réutiliser. Les ordinateurs, c'est D'accord. pareil, les voitures aussi. Quand on est un particulier, qu'on va acheter une voiture d'occasion, tout simplement, hein, c'est ce qu'on fait, régulièrement, on est sur du réemploi. Donc maintenant qu'on a vu ces définitions, je reviens sur cet article 58 de la loi AGEC qui pose l'obligation aux acheteurs publics d'acquérir des biens qui vont être issus du réemploi ou de la réutilisation ou des biens qui comprennent des matières recyclées. Cette obligation vient sur certains produits et catégories de produits et selon des proportions qui ont été fixées par décret.
Donc là, je vous ai mis à titre illustratif une partie des produits et catégories de produits qui sont concernés, mais ce n'est pas exhaustif. Et donc ça, c'est l'obligation actuelle. Donc vous voyez que vous avez les codes CPV qui renvoient à des produits ou catégories de produits, et vous avez ensuite le pourcentage de biens qui doivent être issus du réemploi, de leur utilisation ou comprenant des matières recyclées. Donc il faut savoir que cet article 58 est en cours de révision avec un nouveau projet, enfin pardon, un projet de décret et 2 projets d'arrêté qui vont venir modifier ce qui se passe actuellement. Et dans ces modifications, là, bien sûr, on est sur un projet, donc rien n'est gravé dans le marbre, mais je voulais quand même vous en parler. Donc l'idée, ce serait cette fois-ci de prendre en compte les biens qui sont acquis au moyen du don. Donc si on repense à cette illustration de tout à l'heure, je vous ai parlé du don pour allonger la durée de vie. Effectivement, le don, c'est vraiment du réemploi et donc c'est intéressant de le valoriser puisqu'il y a des collectivités qui vont non pas acheter du réemploi, mais profiter de dons et du coup qui ne peuvent pas le valoriser. Donc pour remédier à ça, le projet de décret entend le prendre en compte et élaborer une grille de valeur forfaitaire qui permettra de comptabiliser justement ces dons. Autre modification, ce serait les objectifs qui sont posés aujourd'hui donc sur les 2 colonnes de droite. Ces objectifs seraient modifiés et on aurait une trajectoire pluriannuelle. Donc aujourd'hui, enfin pardon, on passerait du coup sur 2024, 2027 et 2030, avec donc des objectifs de plus en plus importants. À noter aussi que de nouvelles catégories de produits seraient à prendre en compte et d'autres pourraient bien être supprimées. Les projets de décret et d'arrêté ont fait l'objet d'une consultation publique et la suppression de catégories de produits ont fait l'objet de pas mal de contestations. Donc, on va voir ce que ça donne. On n'est pas encore sûr. Mais voilà, je vous invite à rester attentif aux évolutions. Si vous souhaitez, d'ailleurs, n'hésitez pas à suivre le GIP Maximilien sur LinkedIn, parce que dès qu'on peut, on met de l'actualité sur la réglementation, entre autres. Donc, n'hésitez pas à suivre le GIP si vous voulez être tenu au courant le plus vite possible pour ces évolutions. Et pour finir, il est projeté aussi de supprimer les codes CPV, puisque comme on le voit dans le décret actuel, on a une référence au code CPV, mais aujourd'hui, l'idée, c'est de les supprimer pour simplifier la démarche, puisque, par exemple, si je prends la ligne ici, puisque j'ai déjà eu des questions là-dessus, sur les livres, on se demande toujours est-ce qu'on prend en compte ou non les livres scolaires? Alors, le code CPV a tendance à nous dire ici que non. Seulement, il n'est pas clair de savoir si les codes CPV sont indiqués ici à titre indicatif ou si c'est une obligation, etc. Donc l'idée, c'est de les supprimer. Et comme ça, dès qu'on verra le livre, tous les livres auxquels on peut penser entreront en compte. Donc, je vous ai mis, juste à titre d'illustration, à nouveau, le projet de décret avec les nouveaux objectifs ainsi que les différentes catégories de produits et vous retrouvez cette trajectoire pluriannuelle. Donc, vous aurez accès aux diapos et ce qui vous permettra ensuite d'accéder, je vous ai mis des liens sur chaque diapo, hein, pour les sources, comme ça vous pourrez aller voir directement vous-même, en sachant encore une fois que ce n'est qu'à l'état de projet, donc pour l'instant on reste sur ce qu'on connaît, de l'article 58. Donc, je finis sur l'accompagnement que peut vous proposer le GIP Maximilien au regard du volet environnemental. Donc, le guichet vert, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin, comme on vous en a parlé tout à l'heure, c'est un service qui accompagne les structures soumises au code de la commande publique pour qu'elles intègrent des considérations environnementales dans leur marché. C'est un service qui est tout à fait gratuit, pour les collectivités, enfin pour toutes les structures, hein, pardon, qui sont soumises au code de la commande publique et donc c'est un conseil de premier niveau et je vais revenir dessus dans la slide, d'après, mais j'insiste sur le premier niveau. Et c'est un service qui s'inscrit dans le cadre du Plan national des achats durables, lequel a posé l'objectif d'atteindre 100% de considération environnementale dans les marchés publics à horizon 2025. Et pour ce faire, il a posé une action qui consiste à déployer l'offre de facilitateurs verts. Alors, on a utilisé le mot facilitateur dans le PNAD, mais aujourd'hui, on n'utilise pas trop ce terme-là. On préfère parler de facilitateurs sociaux et de guichets verts. Donc, vous ne le retrouverez pas forcément en ces termes-là. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'intitule dans le PNAD.
Et donc, si je vous dis que le guichet vert, c'est du premier niveau, c'est parce qu'on ne va pas être sur de la prestation de conseil juridique, ni de la prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage. On ne va pas pouvoir rédiger des clauses, relire des clauses pour vous, les corriger, etc. Vous avez de toute façon un cadrage dans la charte du guichet vert, pour laquelle je vous ai remis un lien ici. Et bon, là, c'est pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, mais c'est pas très lisible, hein, sur la diapo. Vous avez une liste de questions qui entrent dans le périmètre du guichet vert et celles qui en sortent. C'est vraiment, des exemples, hein, mais après il y a beaucoup de questions qu'on peut poser au guichet vert. Et donc, si on est sur un conseil de premier niveau et qu'on ne rédige pas des clauses, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut vous proposer des guides ressources, des fiches de retour d'expérience, des exemples de clauses et de DCE qu'on a trouvés particulièrement pertinents pour que vous puissiez vous en inspirer. On peut aussi vous aider à mieux appréhender la réglementation achat durable sur certains segments d'achat, enfin sur tous, mais je veux dire sur le segment d'achat sur lequel vous faites appel à nous. On peut aussi vous apporter un conseil pour le sourcing. Donc voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut faire et on va pas non plus vous envoyer un guide de 300 pages et vous dire: «Voilà, regardez là-dedans». On va essayer de vous amener le plus possible vers ce qui vous aidera, un maximum. Donc, on vous dira: «Bon, bah, regardez à tel endroit du guide». On vous met aussi des fiches de retour d'expérience en vous citant: «Bon, bah, là, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant». Voilà, on vous abandonne pas non plus avec, 2 ressources, très compliquées et très chronophages. Voilà, pour saisir le guichet vert, vous avez accès à un formulaire en ligne dont je vous ai remis l'adresse ici, qui est assez simple, d'utilisation et vous pouvez donc nous faire part, de votre question sur un segment d'achat particulier pour votre projet d'achat. Vous pouvez nous interroger autant de fois que vous le souhaitez, et vous pouvez intégrer un document pour nous aider à comprendre un peu mieux, le projet d'achat, parce que des fois, il y a des projets pas simples. Donc si vous nous envoyez, par exemple, un ancien CCTP ou un CCTP en cours, ça nous permet de savoir où vous en êtes pour mieux ensuite cibler, notre conseil. Je rappelle aussi que le guichet vert est accessible à vraiment toutes les structures, que peu importe vos volumes d'achat, que vous soyez collectivité, bailleur social, État, région, enfin voilà, tout le monde peut solliciter le guichet vert et je vous ai mis aussi l'adresse mail si vous souhaitez, contacter, le guichet vert, plus directement. Je reviens rapidement sur un exemple de conseil qu'on pourrait vous donner, comme ça illustre un petit peu mieux ce que je viens de dire. Donc là, par exemple, ça va être sur un achat de fournitures de bureau, où une personne nous demande: «Moi, voilà, je dois, acheter des fournitures de bureau, qu'est-ce que je peux faire au regard de l'environnement?» Alors déjà, ce qu'il faut noter, c'est que ça entre dans les obligations de la loi AGEC et donc on va inviter la personne à intégrer une clause qui imposera un minimum de 20 de produits issus du réemploi, de la réutilisation ou comprenant des matières recyclées. Ce 20 provient de la loi AGEC, c'est pas nous qui le donnons arbitrairement, c'est la loi AGEC qui a posé cette obligation de 20. Par contre, on va inviter aussi l'acheteur ou l'acheteuse à proposer un critère qui va aller valoriser les offres qui vont au-delà de ces 20. Et a priori, du réemploi, de la réutilisation et des matières recyclées en fourniture de bureau, enfin surtout du recyclage pardon, en fourniture de bureau, c'est pas trop compliqué d'aller au-delà des 20. C'est pour ça que le critère semble plutôt pertinent. Et on a envoyé donc un règlement de consultation pour, donner un exemple de rédaction, de critères et je vous ai mis donc le lien, donc vous pourrez y accéder si jamais ça vous intéresse. Ensuite, sur les fournitures de bureau, on peut aussi demander, des produits porteurs d'un écolabel. Donc, on pourra demander par exemple une clause qui va imposer un minimum de X de produits écolabellisés. Ça, ce sera en fonction du sourcing que vous aurez réalisé, en sachant que là, c'est pas trop compliqué non plus d'avoir des produits écolabellisés. Et encore une fois, un critère qui pourra valoriser les offres qui vont au-delà de ce minimum que vous avez posé en clause. Là, cette fois, je vous ai mis, un lien vers des fiches de l'ADEME qui reprennent les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie des produits de papeterie et fournitures de bureau et les écolabels qui sont liés à ces impacts pour justement les réduire et avoir, l'achat le plus vertueux, on va dire, de fournitures, de bureau. Je vous invite aussi à toujours demander des éléments de preuve quand vous demandez, des biens issus du réemploi, de la réutilisation, des écolabels et cetera, que ce soit des certificats, des fiches produits, tout ce qu'on pourra vous proposer en matière de preuve pour vous assurer que, le titulaire respecte bien ce que vous avez intégré dans votre cahier des charges.
Et pour finir, en fait, c'est là, voilà, on ne sait pas forcément où vous en êtes niveau maturité de en matière de développement durable dans vos achats. Donc là, pour aller plus loin, on a proposé ça. C'est une fiche de retour d'expérience de la ville de Grenoble qui propose d'être fournie en protège-cahiers qui sont en carton. Donc c'est vrai que, bon, après, j'ai jamais vu trop ça ailleurs. Je ne sais pas si ça se fait beaucoup. C'est à voir aussi avec le milieu fournisseur. On propose aussi des clauses de réduction des emballages, de livraison des produits avec des véhicules peu polluants, etc. Donc vous avez tout le détail dans cette fiche de retour d'expérience. Pour finir, nous avons donc une troisième mission, puisque vous êtes ici par rapport à la MAX, la mission d'appui au développement des clauses sociales. Je vous ai présenté le guichet vert et donc maintenant la dernière mission du GIP Maximilien, la mission achats publics circulaires et environnementaux, qui donc, comme son nom l'indique, est aussi sur le volet environnemental, qui est un programme d'accompagnement des acheteurs publics qui se décline en tout d'abord une formation initiale à la commande publique circulaire et environnementale qui vous permet d'acquérir des bases pour mieux connaître l'économie circulaire et comment l'intégrer dans votre commande publique. Et vous avez ensuite 4 parcours qui sont répartis par famille d'achat prioritaire. Ces 4 parcours sont bâtiments et travaux publics, mobilier et fournitures de bureaux, équipements électriques et électroniques et vêtements professionnels et EPI. Vous avez accès au replay de ces 4 parcours en une réunion de sensibilisation, des groupes de travail et ensuite une réunion de restitution. Donc vous avez le lien ici pour accéder à tout ça. Et l'idée en fait derrière ces parcours, c'est vraiment de vous aider à maîtriser tous les enjeux spécifiques à ces segments d'achat et ensuite à engager des actions pour intégrer l'économie circulaire et l'environnement dans ces marchés-là. Mais l'idée, c'est aussi quand même de vous donner des clés pour que vous puissiez décliner cette manière de penser, cette stratégie d'achat dans les autres segments d'achat. Et pour vous aider un maximum, on a mis à disposition des boîtes à outils sur chacun de ces segments d'achat, ainsi qu'une boîte à outils un peu générique sur la commande, pardon, sur l'économie circulaire. Donc je vous invite à aller les voir et à vous en inspirer. Il y a pas mal de ressources préparées par le GIP Maximilien et les personnes que nous avons mandatées, mais aussi par d'autres structures que nous avons intégrées dans ces boîtes à outils. Voilà pour ma présentation, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, soit dans le chat, soit directement par mail si ça vous vient plus tard, je suis, tout à fait disponible pour répondre. Merci beaucoup Anaëlle. Merci. Est-ce que ça a suscité des des réflexions, des questions, des choses que vous souhaiteriez voir éclaircir? Donc on est bien d'accord Anaëlle, hein, on est sur du marché de fourniture, hein, l'obligation, Oui, loi AGEC, hein, c'est ça tout à fait. Oui, qui oui, est oui. intéressant et on voit bien que sur le champ du, voilà, réemploi, réutilisation, recyclage, il y a des structures de l'ESS en face qui peuvent se positionner. Alors le lien avec le social, je dirais que c'est, pour compléter là ton intervention Anaëlle, c'est, effectivement soit alors tu parlais de critères, hein, donc là quand on parle de critères, ça veut dire qu'il y a une notation, de l'acheteur public si, voilà l'obligation AGEC, c'est 20 si l'acheteur demande 25 ou 30 c'est-à-dire qu'il y aura une notation, de l'entreprise qui va répondre sur l'engagement qu'elle prendra? Oui, voilà, c'est ça. OK. Si jamais l'entreprise qui répond va au-delà de ce qui est demandé en tant que minimum par l'acheteur public, en sachant que l'acheteur peut poser le même minimum que celui de la loi AGEC, à savoir 20 si on reprend l'exemple des fournitures, mais il peut complètement aller au-delà si l'acheteur estime que le milieu fournisseur est complètement en mesure d'aller au-delà. Le minimum peut être par exemple 50 60 peu importe, et ensuite quand même intégrer un critère qui va valoriser les offres allant au-delà. Et je pense à des EA et ZAD qui fournissent notamment des fournitures de bureaux. Je pense qu'ils peuvent complètement se positionner sur ce genre de choses. OK, très bien. Oui, alors là, ce qui est intéressant au niveau, le croisement, social environnemental, parce que nous, c'est vrai qu'au niveau voilà, du GIP Maximilien, du pôle achat responsable, on travaille étroitement toutes les 2 avec Anaëlle et l'idée, c'est de voir, comment on peut, croiser, et le social et l'environnemental. Donc là, effectivement, enfin, on laissera Olivier tout à l'heure présenter, mais c'est de dire, là, c'est par rapport aux acheteurs, aux facilitateurs qui suivent l'atelier,
soit effectivement, c'est de faire du marché réservé, soit ça peut être faire un marché classique et alors soit une entreprise de l'ESS peut répondre à un marché classique, ça aussi. Puis troisième voilà, possibilité, c'est aussi qu'il y ait quand il y a un critère, peut-être, qui va au-delà de l'obligation d'AGEC, c'est qu'il y ait, de la réponse en co-traitance ou sous-traitance de l'entreprise classique avec, une structure de l'ESS. Donc vraiment, on arrive là, dans ce cadre à se faire, croiser les 2 et l'environnemental et le social. Mmh, tout à fait. Là, je vois une, alors est-ce que c'est une question? Je vous remercie pour cette présentation des verts dispositifs. Que la formation initiale proposée sur MAPS date de 2021, est-ce toujours d'actualité? Je te laisse, répondre Anaëlle, parce que ça a été, Oui, alors c'est d'actualité, dans le sens où elle est accessible, en ligne, sur, enfin c'est un replay donc c'est vous allez pas pouvoir vous y inscrire, mais en tout cas c'est un replay qui est complètement, accessible, quand vous le souhaitez, si c'est ça la question. Oui, puis les ateliers se sont tenus là en 2023 en fait. Oui voilà, Même tous si les là, voilà, ateliers, ouais, le tous lancement a les été groupes fait de en travail, ouais. 2021, mais Mmh. voilà, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu pour se déployer. Très bien, Naël. Alors s'il n'y a plus de questions, on va passer normalement, c'est la CRES qui nous rejoint. Voilà, Bonjour, Lucas, bah, c'est bon, je suis bien là avec un. super. Jean-Lucas. On peut y aller du coup, c'est ça? Beh, si tu es prêt, oui, parce qu'Anaël a terminé, on a pris les échanges, donc si toi ça te convient, on te laisse la parole pour C'est nous parfait. présenter donc là maintenant, voilà, faire le lien avec la présentation d'Anaël, de vous présenter un outil qui peut vous aider à sourcer des structures, qui peuvent répondre à l'obligation, des structures de l'ESS qui peuvent répondre à l'obligation, dans le cadre de la loi AGEC. Tout à fait. Du coup, je m'appelle Lucas Vionnet, je travaille à la Chambre régionale de l'ESS. Donc, on est un réseau régional pour représenter l'ESS sur les territoires et aider à son développement. Et notamment, du coup, dans le cadre de ces missions de développement, on propose plusieurs outils de valorisation de l'activité des structures de l'ESS, dont l'un des plus emblématiques, c'est Carteco, qui du coup est développé à l'échelle régionale par les CRES, mais également avec l'appui de SS France à l'échelon national. Donc, c'est une carte qui recense les structures dans toute la France, France également comprise outre-mer, pour référencer du coup celles qui font la transition écologique. Donc, à quoi ça ressemble, Carte Eco? Ça ressemble à ça. On ira faire après un tour sur l'outil, mais l'idée, c'est d'avoir du coup sur une carte les différents points des structures qui y référencent. Aujourd'hui, on a 2 secteurs d'activité qui sont référencés. Gestion des ressources et déchets qui nous concerne du coup pour ce webinaire, mais on a également agriculture et alimentation durable. Et donc, chaque structure se référence, et puis on peut voir sur la droite donc la fiche structure avec les contacts, les coordonnées, les horaires d'ouverture lorsque ça concerne une structure qui accueille du public, et les différentes lignes de produits et activités exercées du coup ensuite en défilant. À quoi ça sert du coup Carteco? Ça a été pensé en fait pour répondre à différents besoins de différents acteurs, mais notamment pour les collectivités territoriales. L'idée, c'est d'identifier les structures ESS du territoire et du coup pouvoir être un outil de sourcing appuyé donc à la connaissance des territoires et aussi avoir un outil qui s'actualise assez rapidement pour savoir en fait les activités menées par les structures et comment du coup leur offre évolue et quelles sont un peu leurs actualités. Tout ça du coup dans l'idée d'appuyer en fait une démarche laser, d'aider aux coopérations et à la commande publique. Ça peut concerner aussi, du coup, notamment en fait, les structures de l'ESS qui, alors, certes, se référencent et ça leur permet d'accroître leur visibilité, mais ça peut aussi être un outil en fait, pour développer leur coopération territoriale, voir sur tel métier qu'est-ce qui existe à côté d'eux et éventuellement donc développer des coopérations. On a souvent des exemples comme ça qui existent. Donc, ne pas hésiter lorsque vous-même vous rencontrez des structures de l'ESS à leur faire part de cet outil, à les inciter à se référencer parce que ça va les appuyer dans leur visibilité, mais ça nous sert également en fait d'outil pour partager, nous, tous les appels à projets que vous pouvez éventuellement nous relayer ou inviter aux différents événements qu'on peut organiser, notamment dans le cadre du coup de la Max. On se sert de carte éco pour mobiliser. Donc, ça leur permet en fait d'être au courant des dernières opportunités économiques qu'on peut leur relayer. Et puis, même elles, également dans leur stratégie d'achat, ça peut être intéressant du coup de passer par des structures SS qui ont des démarches engagées en termes de transition écologique pour trouver de nouveaux fournisseurs. Donc, comme je vous disais, on a pour le moment 2 filières. La première, c'est la plus historique et c'est la mieux remplie. C'est celle de la gestion des ressources et déchets, où on peut retrouver du coup les différents flux collectés. En interne, on peut également du coup avoir des données telles que les tonnages collectés et puis la méthode de valorisation, qui sont du coup des données confidentielles que les structures nous confient, qui peuvent ensuite soit nous servir à produire des études, soit nous servir du coup à rediriger de manière plus fine lorsqu'on nous sollicite pour chercher tel type d'acteur.
Donc, ça peut être intéressant, en fait, justement, de pousser à avoir cette finesse de données, cette qualification. C'est un enjeu pour nous. Et c'est pour ça que c'est un outil collaboratif. C'est-à-dire que nous, on modère et puis on peut éventuellement renseigner des structures, mais les structures elles-mêmes s'auto-référencent. Et puis les partenaires du territoire peuvent également référencer des structures, que ce soit les collectivités, que ce soit des administrations qui ont connaissance de structures sur leur territoire qui seraient actuellement absentes de carte éco. Elles peuvent ajouter elles-mêmes les données là-dessus. Et ça permet du coup de solidifier l'outil dans ce sens-là. Gestion des ressources, agriculture, alimentation, je passe plus rapidement dessus. Où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, du coup, Carteco, c'est plus de 4000 structures référencées en France, dont presque 500 en Ile-de-France, sachant que agriculture alimentation est arrivé récemment et du coup est encore loin de l'exhaustivité, mais on a une donnée assez plus qualifiée sur tout ce qui est gestion des ressources. Et on a plus de presque 500 visiteurs uniques chaque semaine, sachant que du coup, la plupart sont dans le cadre professionnel. On le sait parce que les taux de visite le week-end sont plus faibles qu'en semaine. Donc, on n'a pas encore une cible citoyen qui est très développée, mais ça peut être un enjeu pour plus tard pour Carteco. Du coup, les perspectives pour Carteco, l'idée, c'est à terme, référencer toutes les structures de la transition écologique. Et pour 2024, on a déjà 3 filières qui sont en traitement. On a du coup le bâtiment, qui pour partie est déjà référencé dans la gestion des ressources, mais l'idée, c'est d'élargir. Mobilité durable et transition énergétique. Donc, je ne reviens pas dessus parce que ce n'est pas le thème de ce webinaire, mais c'est pour information. Donc, comme je vous disais, c'est une carte collaborative. Et il y a un vrai enjeu à ce qu'en fait, l'outil appartiennent à ses utilisateurs et pas que à nous, et que ce soit du coup les structures qui s'autoréférencent, les partenaires qui référencent et se servent de l'outil. Je vous montrerai ensuite comment ajouter une structure. C'est très simple, ça prend 3 clics. Nous, derrière, on modère la donnée, on peut aller qualifier un peu plus finement s'il faut, mais l'idée, c'est d'avoir déjà la première connaissance de l'enjeu et d'en faire en fait cet outil collaboratif et partagé qui tend à appartenir à tout le monde. Justement, dans cette dimension-là, c'est pour ça qu'il avait été pensé au début en open data pour contribuer au commun numérique et qui permet d'alimenter différentes cartes. Donc, je ne reviens pas plus là-dessus, mais voilà, c'était dans cette démarche-là, dès l'idée du projet, que ce soit vraiment une carte collaborative. Il y a des enjeux, du coup, également de mise en disposition de la donnée. Donc, comme je vous ai dit, ça peut être un outil via lequel vous nous mobilisez pour relayer vos appels à projets. Mais c'est aussi possible, en fait, de mettre en place une prestation pour avoir un zoom de carte éco sur votre propre site. On peut penser, du coup, à un établissement public territorial qui voudrait avoir les structures de la gestion des ressources et des déchets sur son territoire, hébergées sur son site. Ça, c'est tout à fait possible. On peut mettre à disposition, du coup, et avoir votre propre carte. Les deux s'alimentent ensuite. Un peu plus poussé, et c'est en cours de développement, mais c'est aussi possible d'avoir des cartographies mutualisées avec mise à jour des données qui se croisent. C'est-à-dire que du coup, sur une thématique précise, par exemple, si vous voulez une carte spécifique au réemploi du matériau des bâtiments, nous, on peut mettre à disposition les données concernant celles de l'ESS, qui sont dans notre champ d'action et qui sont les seules données qu'on possède, qui du coup viendront alimenter votre carte. Vous, par ailleurs, vous allez chercher ces mêmes données concernant les structures qui ne sont pas ESS et les mises à jour qui sont faites sur l'une des cartes viennent alimenter l'autre carte. Donc ça, c'est possible, c'est en cours de développement. C'est par contre uniquement possible si l'autre cartographie est également développée sur GoGoCarto, qui est l'outil du coup sur lequel la carte est hébergée. Très rapidement, et puis après, je passe sur l'outil pour vous montrer un peu comment on peut s'en servir au quotidien. C'est un projet qui a été possible du coup grâce à différents partenaires financiers, notamment dans les différentes régions et territoires de France, et également des partenaires techniques pour soit l'accès à la donnée, soit pour le développement de la carte. J'arrête le partage rapidement et je vous repartage du coup l'outil directement qui est du coup sur Internet. Voilà, lorsqu'on vous lancez carteco-ess.org, vous tombez là-dessus. Donc là, on a déjà un zoom sur l'Île-de-France. Et vous retrouvez ici, du coup, à gauche, les différents filtres qui vont vous permettre, en fait, d'affiner votre recherche. Donc, par exemple, dans le cadre d'un marché de fourniture des réemplois, on va dans gestion des ressources et déchets, seconde vie des produits. Et donc, ici, on peut retrouver les différentes filières. On peut aller, par exemple, sur les éléments d'ameublement, retrouver les structures qui traitent cette filière-là. Et ensuite, on peut chercher par territoire. Donc, un exemple, si je cherche sur Paris Grand, hop là, pardon. En fait, on peut faire par biogéographique et on retrouve du coup le territoire qui apparaît ici, qui est souligné en bleu.
avec les structures qui lui appartiennent. Donc voilà comment, en fait, au quotidien, en peu de clics, vous allez pouvoir sourcer l'offre qui existe sur votre territoire. Si on zoome, par exemple, sur Mantes-la-Jolie ensuite, on retrouve ici la ressourcerie à petit prix, qui est gérée par Optima, qui va présenter juste ensuite. Et on retrouve toutes les informations du coup pour la structure, le lien vers le site internet en un clic si vous voulez aller un peu plus loin, les contacts, sachant que nous, du coup, en back-office, on a également des contacts qualifiés, c'est-à-dire les contacts des personnes référentes de la structure, qui, elles, sont confidentielles, mais qui peuvent nous permettre de relayer éventuellement des informations à ce public-là, les horaires d'ouverture et les différentes activités réalisées. Donc, on voit qu'il y a des ateliers de sensibilisation et sur ce qui nous intéresse, il y a de la collecte et de l'emploi d'éléments d'ameublement. Un point qui a été rajouté récemment et qui est intéressant, c'est sur l'aspect marché public. Aujourd'hui, on est capable de référencer du coup comment la structure se positionne sur un marché public. Est-ce qu'elle est en recherche de marché public à répondre? Est-ce qu'elle est en capacité de répondre en groupement? Est-ce qu'elle a déjà répondu en groupement? Tout ça, c'est des informations que les ressources peuvent désormais référencer. En Ile-de-France, on s'est encore peu saisi du coup de l'outil, mais ça ne demande justement qu'à ce que ces gens s'en saisissent et le remplissent de mieux en mieux. Donc, si par exemple, je dézoome, voilà, on peut voir du coup là les structures qui ont référencé actuellement le souhait de répondre à un marché public. Donc, en fait, sur votre territoire, ça peut vous servir d'outil de sourcing en incitant les structures à se positionner sur ces éléments-là, à bien les renseigner, et du coup, vous, d'avoir un suivi comme ça de où sont les structures à ce niveau-là. Est-ce qu'elles ont déjà répondu? Est-ce qu'elles souhaitent? Quel outillage elles ont besoin? Est-ce qu'elles souhaitent être accompagnées? Donc voilà, vous avez cet outil à disposition qui ne demande qu'à être servi pour suivre un peu ces éléments-là. Je vous montre rapidement le formulaire pour ajouter une structure. Donc, c'est le gros bouton « Ajouter une structure », bien évidemment. Et d'ici, vous allez voir que c'est assez simple. Tout simplement sur un formulaire à remplir avec le nom de la structure, une description de l'activité assez rapide. Ce qui est important, c'est le numéro de SIRET, puisque le point est relié évidemment à un numéro de SIRET unique. On référence par activité, par lieu du coup de production et pas forcément par organisme, par structure en tant que telle. Donc, si une structure a 2 lieux d'activité, on référence les 2 lieux d'activité. C'est vraiment au point géographique qu'on fait. On peut remplir ensuite le statut juridique de l'ESS, etc. L'adresse, avec l'outil localisé qui va nous permettre d'avoir le point assez finement et qui va être regroupé avec les données d'OpenMap. Et puis voilà, ensuite les coordonnées publiques. Et le point un peu plus, voilà, c'est sûr. Donc là, tout l'aspect marché public dont je vous ai évoqué. Et sur le référencement des activités, c'est le point important qui peut faire un peu peur, mais qui en réalité est assez facile à prendre en main. Un exemple du coup d'une structure sur un marché fournisseur. On coche gestion des ressources et déchets. On va sur seconde vie des produits. On voit que de toute façon, les différentes modalités sont référencées. Et on peut venir du coup comme ça, au fur et à mesure, cocher les différentes activités de la structure. Et l'idée, c'est d'avoir une donnée la plus fine possible pour que l'outil soit le plus puissant possible. Donc, selon la qualité des fiches, on peut avoir juste équipement électronique ou alors on peut savoir quelle méthode de valorisation ils ont fait, est-ce qu'ils font la préparation au recyclage, est-ce qu'ils font le réemploi, jusqu'au tonnage du coup qui est renseigné, qui est une donnée confidentielle, mais qui peut servir à appuyer des études et à fournir des éléments de plaidoyer aussi pour les structures de l'ESS de la transition écologique. Voilà. Et ensuite, on n'a plus du coup qu'à remplir, à valider, et on se retrouve du coup avec un nouveau point qui est en attente de modération. Et nous, on les modère chaque semaine pour alimenter la carte. J'arrête le partage. Si vous avez des questions sur Carteco, n'hésitez pas. Puis nous, on est vraiment là du coup aussi pour répondre à toute sollicitation, que ce soit du coup du transfert d'appel à projet ou autre qui serait au service des structures de l'ESS, ou que ce soit aussi du coup, si vous voulez votre propre cartographie qui serait issue de Carteco, hébergée sur votre site et avec du coup vos propres champs de référencement, que ce soit sur votre territoire ou que ce soit en termes de filière et d'activité. Merci beaucoup, Lucas. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est assez clair. Si c'était connu déjà, cette carte éco, par tout le monde, ou si vous découvrez. Non, c'était très clair. Merci. Très clair, Lucas, merci. Donc là quand, voilà, les structures se référencent, donc vous voilà, vous assurez que ce sont bien des structures qui relèvent de l'ESS, hein? Oui, oui, tout à fait. Et puis même, on fait ce travail aussi, puisque c'est notre rôle de chambre régionale, de souvent régulièrement aller lire les statuts.
Et parce que D'accord. du coup, il peut y avoir un peu des zones d'ombre. Et si on a des doutes, Ouais. si les choses sont pas claires, on peut contacter la structure, prendre contact avec elle, s'assurer du coup qu'elle soit bien de l'ESS. Et des fois, lorsque les statuts sont pas justes, on peut éventuellement l'accompagner justement pour que ces statuts soient mis en norme avec la loi et qu'elle soit bien du champ de l'ESS en respectant les différents critères. Donc là, c'est toutes les entreprises qui sont, voilà, aussi bien dans l'insertion par l'activité économique, le champ du handicap, celles qui ont le label ESUS, hein, c'est ça? Les Tout à fait. entreprises à mission également? Non, pas les entreprises à Non, mission. pas Les les entreprises mission, entreprises à mission. en fait, du coup, donc on l'a rapidement vu dans le formulaire, on se référence par statut, donc soit association, coopérative, mutuelle. Bon, mutuelle, fondation, a priori, n'ont pas vocation à être sur carte éco, mais également entreprise commerciale. Donc, c'est là où il peut y avoir éventuellement des zones d'ombre dans l'appartenance à l'ESS, mais nous, on s'en assure à chaque fois. Et en effet, du coup, par-dessus ça, il se peut que ce soit une structure de l'insertion ou du handicap. Donc, de la même manière qu'Arteco le référence, et on avait pu le voir du coup sur la ressource à petit prix, en haut, il y avait un petit onglet, petite vignette structure d'insertion. Et de la même manière, sur l'agrément ESUS, on le référence, c'est possible d'être référencé en tant que porteur de l'agrément ESUS. Et du coup, ça apparaît également sur la fiche en ce sens-là. Donc là, vous avez combien de structures, appelez-nous, référencées? Île-de-France? Oui, Île-de-France, puis après peut-être, parce qu'on a aussi des participants qui sont hors Île-de-France, mais en Île-de-France, hein? En Île-de-France, on est à 450, je crois. Attendez, Ah je vais oui. vous dire directement le chiffre exact. On est à 476. Et en France, on est à presque 5000. Un peu moins, on est plus proche des 4000, mais voilà, entre 4 et 5000. Pour Alsace, je vais vous dire si vous voulez, comme ça. En fait, comment on peut filtrer par région, c'est assez rapide du coup de voir. Je m'absente 2 minutes. J'ai besoin d'aide sur ma géographie, du coup. L'Alsace appartient à quelle région, du coup? Grand Oui, Est. Voilà, j'ai le nombre sur Grand Est, c'est 141 structures. Donc en fait, chaque région s'en est emparée à différents niveaux, en fonction des enjeux des CRES qui leur sont propres et des financements éventuels qui sont disponibles. Donc il y a une qualité des données qui sont différentes d'une région à l'autre, mais ça reste un outil qui est mobilisable, et puis vous-même, du coup, vous pouvez vous en servir pour le référencer et avoir cet outil de suivi. et j'imagine, voilà, il y a aussi, les départements et territoires d'outre-mer Oui, tout à qui sont fait. référencés, hein, c'est pas Tout à juste la fait. France métropolitaine. Non, Je non, tout à fait, c'est crois toute la qu'on a France. on a quelqu'un de la Réunion qui suit, c'est pour ça que je posais la question. Je m'absente 2 minutes. Je vais avoir Très besoin de bien. m'absenter 2 minutes. Je reviens Oui, tout de oui, oui, il y a suite. pas de J'ai souci. un petit souci d'un salarié. J'arrive tout de suite, tout de suite, tout de suite. Je suis désolé. Il y a pas de souci. Donc il y a vraiment un potentiel, de structures de l'économie sociale et solidaire qui, voilà, qui sont sur le champ, du réemploi, de la réutilisation, du recyclage et voilà, ça permet, et Si vous voulez, pour meubler, pour appuyer, je peux repartager mon écran et puis faire le filtre du coup sur les différents éléments mais c'est à vrai que l'échelle c'est de la France souvent, parce que voilà, c'est de rassurer, voilà, les acheteurs, est-ce qu'il y a en face, voilà, des structures qui peuvent répondre, et effectivement le filtre aussi, par, structures qui ont déjà répondu à des marchés publics, ça c'est intéressant. voilà, là on est à l'échelle de la France et puis j'ai filtré du coup par des 3 éléments d'ameublement. Alors c'est vrai que quand Donc on voit voilà. votre carte là, voilà, il y a pas que la France, donc c'est vrai que ça fait un petit peu peur un petit peu au début, mais Donc voilà, vous pouvez voir une après rapide répartition on par zoome. territoire et en effet, il y a de l'offre ESS, sachant qu'en plus toute n'est pas référencée. Justement, le côté Est est moins référencé que le côté Ouest. Mais voilà, vous inquiétez pas, a priori, vous trouverez des solutions pour vos marchés selon le territoire. Ne serait-ce qu'en Ile-de-France, du coup, sur Ouais. ces 2 éléments, on a de quoi faire. Ah oui, à chaque fois qu'on rezoome quoi, il y a beaucoup de structures qu'en fait qui sont présentes, hein. Très bien. Merci beaucoup Lucas. De toute façon, on transmettra votre, voilà, votre support, et voilà, avec tous les liens.
Et on va laisser la parole à Olivier, donc qui est référencé, hein, si j'ai bien compris, sur Carteco. Donc, Olivier qui est responsable au sein de l'entreprise d'insertion Aptima. On vous laisse présenter voilà, la structure, Olivier, puis ben, voilà, vous, comment vous vous situez par rapport ben, à l'article 58 de la loi AGEC, hein, si ça a été c'est un levier pour votre structure. Oui, ben, merci Erika de me donner la parole. Ben, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, moi je suis directeur de la stratégie dans l'association Aptima, qui est ben, une structure de l'ESS depuis 1976, en tout cas en ce qui concerne l'entreprise d'insertion, puisqu'on est sur deux dispositifs, à la fois chantier d'insertion et à la fois entreprise d'insertion. Donc effectivement, le référencement au niveau de la carte éco, au niveau de la ressourcerie que nous avons en gestion et sur le volet chantier d'insertion. Et on a l'entreprise d'insertion avec laquelle nous avons en gestion les 10 déchetteries du Grand Paris Seine-et-Oise par délégation de service public, mais également un centre de massification des D3E, donc des déchets d'équipements électriques et électroniques. Et depuis un certain temps, on va dire quelques années, un pôle informatique sur lequel on travaille à la fois en revalorisation, en réutilisation, euh, notamment avec le département des Yvelines, où là, ben, du coup, l'économie circulaire prend toute sa dimension, puisqu'on collecte des outils informatiques, alors des ordinateurs ou des tablettes dans les établissements scolaires pour les remettre en circulation au sein du département. Donc on les reconditionne et on les remet en service au sein des mêmes établissements. Donc là, pour le coup, l'économie circulaire prend tout son sens. En ce qui concerne la loi AGEC, alors il est vrai que ben, nous, depuis 2-3 ans, on essaye de monter sur ce volet-là, puisque au-delà de la ressourcerie qu'on connaît plus largement, qui s'adresse au grand public, on a eu le souhait d'amorcer, dans un premier temps, euh, un dispositif un peu de ressourcerie d'entreprise, dans laquelle justement cet article 58 de la loi AGEC pourrait prendre tout son sens. On a amorcé notamment avec un de nos partenaires qui est l'entreprise La Suez, à qui on fournit du mobilier de bureau dans ce cadre de réutilisation, de réemploi. Pour rien vous cacher, c'est pas un dispositif qui est forcément démocratisé aujourd'hui. Alors, bon, on sait qu'il y a cette volonté, bon, maintenant c'est devenu légal, mais cette volonté de réemploi et d'économie circulaire, néanmoins, force est de constater que voilà, c'est pas évident à mettre en œuvre au jour le jour. Passez-moi l'expression, mais on en passe plus par des one-shots. Il n'y a pas vraiment d'organisation autour de ça. Donc, nous, on a eu la chance, en fait, de remporter un marché avec la Poste, où il nous a fallu vider un certain nombre de locaux de la Poste, et notamment au niveau du mobilier, qui était de très bonne facture d'ailleurs. Et c'est en ça qu'on a fait monter un peu en puissance ce process de ressourcerie d'entreprise. Ça a bien fonctionné, ça fonctionne avec la Suez, qu'on fournit régulièrement, je me répète, mais c'est pas neutre. C'est quand même un groupe assez important, donc on ose espérer que ça fasse tache d'huile, alors à la fois d'un point de vue économique, mais également d'un point de vue éthique, on va dire, puisque en fait, je pense que je ne trahis rien en disant que ben, voilà, c'est des concepts et des préceptes qu'on a tous plus ou moins en tête. Maintenant, réussir à les rendre effectifs sur le terrain, c'est notre paire de manches. Du coup, bah, tous les outils, comme la carte éco ou autres, sont toujours bons à utiliser et à mettre en exergue parce que, ben, voilà, il y a, alors à part quelques grandes entreprises avec qui, effectivement, il y a des vraies interactions à ce sujet-là, force est de constater que pour le reste, il faut vraiment démarcher.
Il faut vraiment être à l'affût de la moindre opportunité pour faire savoir effectivement que vous avez des structures en ESS comme la nôtre qui peuvent fournir. Alors là, je fais le focus sur le matériel de bureau, mais notamment sur l'informatique. Euh, on a cette particularité en fait de répondre à des marchés réservés, mais de monter aussi sur des marchés non réservés et donc d'être concurrentiel avec des entreprises beaucoup plus importantes ou volumineuses que la nôtre. Pour autant, voilà, sur l'Île-de-France, par exemple, si je pense aux déchets électriques et électroniques, voilà, on fait partie aujourd'hui des structures connues et reconnues à ce sujet-là, puisqu'on est mandaté pour collecter tous les D3E sur les Yvelines via un partenariat avec écologique, pardon, donc l'éco-organisme en lien avec cette thématique. Euh, Aujourd'hui, on travaille également pour Triade, qui est une filiale de Veolia, et qui est la filiale des 3E. Donc nous, on est vraiment inscrit dans cette démarche. Euh, on a un gros volume alors de déchets qui n'en sont pas au final, puisqu'ils sont voués au reconditionnement, au réemploi ou à la réutilisation. Euh, de ce côté-là, il est vrai que malgré en fait l'importance de nos activités, on, on sent qu'il y a quand même un vrai besoin de communication sur le sujet et d'information, puisque je vais me répéter une nouvelle fois, mais c'est pas neutre, même si les entreprises ont des obligations. Elles ne savent pas toujours comment s'y prendre, elles ne savent pas toujours où elles mettent les pieds, et en fonction des différentes structures, entre le service achat, le service, enfin, les différents services de ces structures, il n'y a pas forcément non plus de lien. On a fait émerger le sujet chez le groupe Nicolin, avec qui on travaille également en partenariat. Euh, voilà, on essaye d'intervenir avec nos partenaires déjà existants, notamment quand ils créent des nouvelles structures. Donc là, ça a été le cas où effectivement on a doté le groupe Nicolin de tout le matériel de bureau pour une nouvelle déchetterie qui va ouvrir sur la commune de Chambourcy. Donc là, ils ont fait appel à nous, puisque nous, on est en co-traitance sur un local réemploi, puisqu'on se positionne également sur des locaux réemploi, puisqu'aujourd'hui, ça fait partie aussi intégrante en fait des dispositifs qui doivent être mis en place sur les déchetteries. Donc, les nouvelles déchetteries qui ouvrent doivent mettre à disposition un local réemploi aux usagers. Donc, nous se positionne également sur la gestion de ces locaux. Et par la même occasion, ça nous permet, au-delà des gisements qu'on peut récupérer, d'accompagner les entreprises détentrices du contrat pour, comme j'étais en train de le dire, leur proposer du matériel de bureau de réemploi. Mais ça peut également être de l'informatique puisque ces derniers mois, on a ce fameux pôle informatique qui monte vraiment en puissance. Euh, c'est un volet assez conséquent au vu de la consommation de matériel informatique qu'on a aujourd'hui dans toutes les entreprises et les collectivités, bien entendu, puisque là, on a un marché avec Seine-et-Yvelines numérique. Et je reviens sur mes propos tout à l'heure sur les collectes, notamment dans les collèges ou les lycées, où là, on a des volumes colossaux. Donc une grande part, bien évidemment, comment dirais-je, est tout de suite reconditionnée pour réemploi. Il y a une grande partie qui part en démantèlement, où là, la tour est totalement démantelée. Et voilà, chaque élément de l'ordinateur va repartir dans sa filière de recyclage. Donc nous, ça nous semble intéressant en fait par rapport à nos partenaires de démontrer également en fait pour rebondir sur la toute première présentation entre le recyclage, le réemploi et la réutilisation, puisque nous avec Aptima, on va proposer en fait tous ces volets-là. On a cette chance d'avoir le chantier d'insertion avec la ressourcerie qui nous permet d'avoir un espace de revente et de sensibilisation ouvert au public.
ce qui n'est pas forcément le cas sur notre centre de massification des D3E. Pour faire un peu le focus sur ce centre de massification, les déchets électriques et électroniques qui arrivent dans notre centre sont issus des collectes au niveau des déchetteries. Alors, à la fois des déchetteries que nous avons en gestion par délégation de service public sur le Grand Paris Seine-et-Oise, mais également dans le Val d'Oise, bientôt dans l'Essonne, également dans le 92, puisqu'on vient de remporter un marché sur Gennevilliers. Donc voilà, tous ces D3E qui arrivent dans notre centre de tri, enfin de massification, sont issus de ces déchetteries. Ça va être pour le volet recyclage purement. Et sur le pôle informatique, on est vraiment sur un pôle où la réutilisation et le réemploi sont vraiment les maîtres mots, euh, sauf quand effectivement l'obsolescence de l'appareil est trop importante pour pouvoir se permettre de le remettre sur le circuit. Voilà, donc il est vrai qu'on ne se facilite pas la tâche puisque on répond à la fois sur des marchés réservés, mais comme je le disais tout à l'heure, à la fois sur des marchés non réservés. Et ben là, on se rend compte que pour des structures comme la nôtre, c'est pas forcément évident, mais on finit par avoir un savoir-faire et une maîtrise du sujet qui nous permet ben, de surprendre pas mal de monde et de remporter la mise bien souvent. Le tout, c'est de rester en adéquation entre les volumes absorbés et la capacité de nos structures à avoir le personnel et puis de pouvoir à la fois assumer, on va dire, l'activité journalière, mais également ben, le suivi des salariés. Du coup, en ce moment, on fait un lien, on essaie de faire monter un peu en compétence certains salariés pour monter des dispositifs, et notamment le dispositif de ressourcerie professionnelle, on va dire. Puisque de toute façon, voilà, c'est deux approches différentes entre une ressourcerie ouverte aux usagers et une ressourcerie dite plus pro, où les demandes vont être plus précises et beaucoup plus précises qu'en ressourcerie dite classique, ouverte aux usagers. Voilà, donc on a ces trois gros volets chez Aptima, ben, qui nous permettent quand même de balayer en fait une grande partie de cet article 58, en tout cas de pouvoir proposer une solution, en tout cas, avec nous, et d'en faire la promotion au-delà d'Aptima, puisque de toute façon, aujourd'hui, certains accords cadres dans de grandes entreprises nécessitent ces achats avec un pourcentage de matériel de réemploi ou de recyclage. Donc, ben, il faut pouvoir avoir les structures à côté qui le permettent. On peut avoir effectivement des lois qui évoluent, mais si à côté, nous, structures, nous évoluons pas avec ces lois, on ne pourra pas faire matcher la thématique avec la demande. Et c'est bien notre enjeu. Je vais vous prendre une petite anecdote à titre d'exemple. Je vous ai parlé d'un marché avec la Poste où il a fallu qu'on vide un certain nombre de locaux de la Poste et on s'est retrouvé avec 400 bureaux quasiment neufs. Alors il faut pouvoir les stocker d'une part et derrière il faut pouvoir avoir la demande, ce qui n'est pas toujours le cas, surtout sur des volumes comme celui-ci, là, 400 bureaux avec ben, les bureaux, les caissons et les sièges qui vont avec. Euh, on n'a pas forcément trouvé preneur pour la totalité du lot qu'on avait, malgré d'innombrables contacts que nous avons, puisqu'on travaille quand même avec le Grand Paris Seine-et-Oise, donc la collectivité, pardon, la communauté urbaine du Grand Paris Seine-et-Oise, et comme je vous le disais tout à l'heure, des structures comme la Suez, Veolia, enfin voilà, des structures assez importantes qui sont elles-mêmes touchées de plein fouet par ces enjeux. Euh, voilà, pour autant, il y a encore quelques freins en termes d'acceptation sociale, on va dire. C'est-à-dire qu'on est tous assez d'accord sur le principe. Encore faut-il pouvoir l'appliquer dans sa propre structure. Voilà.
Donc nous, à titre d'exemplarité, bon, bah, vous vous doutez bien qu'on n'achète pas un seul mobilier neuf. Ça serait un peu incongru. Donc on en profite également quand on a nos prestataires ou nos partenaires qui nous rendent visite, ben, pour en faire la promotion, bien entendu. Et c'est là que généralement ils découvrent effectivement que ils pourraient se doter de matériel de bureau de qualité à moindre coût et au-delà de ça, bah, pouvoir rentrer dans les prérogatives de la loi AGEC et plus particulièrement de l'article 58. Euh, donc je vous avoue que c'est pas forcément évident dans le sens où ben, ça oblige un peu à se disperser, puisqu'on a quand même un cœur de métier qui est l'accompagnement à l'emploi des salariés que nous avons en insertion. Donc d'être sur tous ces volets-là n'est pas forcément évident, puisque il y a également toute cette sensibilisation interne à faire, puisque c'est pas parce que le personnel travaille dans une structure d'insertion et notamment à connotation environnementale en ce qui nous concerne, que tout le monde est au fait de ces choses-là, hein. Donc, on a cette charge déjà de faire passer philosophiquement et techniquement le message en interne de manière à encore mieux le relayer en externe. Mais force est de constater que ben, nous, en tout cas, on restera sur ce volet parce qu'on y croit, parce que c'est une nécessité. Il est vrai qu'aujourd'hui, avec les différentes difficultés économiques des uns et des autres, ça semble assez évident s'il fallait parler, pardon, s'il fallait uniquement mettre le focus sur l'économique, ça paraît assez évident de se dire que c'est dommageable d'aller acheter du neuf alors qu'on a la même prestation pour 2 ou 3 ou 4 fois moins cher. Donc ça serait pour le volet économique, qui est bien entendu le volet le plus accrocheur au niveau des différents structures qui seraient intéressées par ce qu'on propose. Bon, moi, je suis un peu. Voilà, c'est souvent le volet économique qui passe en premier avant le volet environnemental. Donc, nous, on essaye absolument de faire matcher les deux parce que c'est dans notre ADN, hein. On ne peut pas être dans la gestion de déchets et ne pas avoir de vocation environnementale. Mais néanmoins, il est vrai que le process est plus facile à vendre en termes économiques que d'environnemental. Maintenant, quand on fait les deux, euh, ben, il s'avère que c'est carton plein. Un jour viendra peut-être où c'est le volet environnemental qui prendra le pas. J'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, finalement, l'un ou l'autre, c'est pas forcément le plus important. Le plus important, c'est qu'on arrive à insérer ce type de fonctionnement concrètement, en fait, le plus largement possible. Parce que vous voyez, nous, on est installé dans une zone d'activité. Et pour autant, avec des entreprises de, de tout type, hein, en termes d'importance ou d'activité. Et ben voilà, ils ont encore ce réflexe en fait de s'adresser directement, ben, comme on le fait régulièrement, euh, sur de l'achat neuf en fait, et qui découvrent, même si on est voisins, que au final, alors, c'est pas faute de faire de la communication. Mais je vous dis, il y a encore pas mal de choses où, bon, voilà, c'est pas vraiment intégré encore dans un fonctionnement systémique dans l'entreprise. C'est plus facile avec les grands groupes par rapport à leurs accords cadres et cette volonté descendante, on va dire, des directions pour répondre à ces objectifs. Maintenant, on se rend compte, nous, sur le terrain, qu'il y a vraiment un enjeu au niveau des PME sur les deux volets, et à la fois économique, hein, puisque une PME n'a pas forcément les moyens d'un grand groupe, et ben, sur le cadre environnemental. Et voilà, c'est pas forcément les structures les plus faciles à approcher de par leur activité, qui leur permettent pas toujours de se poser sur le sujet et de se rendre compte que voilà, en un ou deux rendez-vous, l'affaire peut être bouclée, c'est-à-dire que ben voilà, si on a dans le futur matériel de bureautique à renouveler, on passera par tel vecteur. Voilà, c'est vraiment cette difficulté de se poser avec eux pour qu'ils comprennent les enjeux et qu'ils comprennent leur intérêt surtout,
puisque de toute façon, dans le monde de l'entreprise, on en passe avant tout par cet intérêt, susciter l'intérêt du fait que, j'en suis désolé, moi je suis à fond dedans, hein, mais au-delà de la loi, c'est du bon sens que d'essayer de réduire certaines dépenses, qu'elles soient énergétiques ou financières. Donc, voilà, nous, chez Aptima, on essaye vraiment d'attaquer sous tous les volets. Pour autant qu'on arrive à la finalité, qui n'est pas forcément l'achat, mais qui est au moins cette compréhension et cette perspective pour cette entreprise approchée de se dire, bah voilà, on a cette possibilité qui devient plus qu'une possibilité, mais une obligation. Et en cas d'obligation, à qui je m'adresse? Et c'est en ça que la carte éco peut être un vrai levier à ce sujet-là. Charge à nous de le faire rayonner, de le faire comprendre également. Parce que, encore une fois, hein, dans les entreprises, vous le savez, comme tout à chacun, tout le monde a son activité. Voilà, on est un peu le nez dans le guidon sans trop le lever de temps en temps en se disant là, il faut que je m'arrête pour réfléchir. Surtout sur ce type de sujet, c'est quand même plus simple d'appeler un prestataire comme Raja ou autre, comme le font ces entreprises depuis 20 ou 30 ans, puisque c'est des canaux classiques, c'est presque systémique. Et là, il faut sortir de ses habitudes. Euh, bon, c'est pas insurmontable, Mais hein, loin s'en voilà, faut, mais la ressourcerie d'entreprise, c'est intéressant votre projet parce que voilà, c'est vrai, j'avais pris contact aussi avec des ressourceries, mais voilà, qui m'expliquaient que leur cible, c'était le particulier. Donc tout voilà, à elles ne se fait. positionnent pas sur les marchés publics, mais là, c'est intéressant que vous vous adressiez effectivement, qu'il y ait cette création de ressourceries, d'entreprises. Mais bon, au travers de ce que vous dites, même si c'est pas simple, enfin vous, entre le mobilier et le matériel informatique, bon, les obligations qui sont, dans cet article 58, Mm, sont vraiment un levier pour vous, tout à fait. de développement, d'évolution, voilà, d'augmentation d'activité, de structuration. Enfin, c'est voilà, ça vous permet de vous développer. Alors vous, vous êtes à la fois ce marché public et privé, hein, si Oui, j'ai bien c'est ça. compris. C'est ça, c'est ça. Mais de toute façon, voilà, la tendance, voilà, en tout cas dans le domaine de l'achat public, la prise en compte de l'environnemental va être croissant, hein, notamment avec, Mm, voilà, la loi, climat et résilience. Il y a des obligations qui vont arriver, pour 2026. Donc voilà, le critère unique du prix va tomber, il va y avoir des critères environnementaux dans les marchés. Enfin, voilà, ça ne pourra qu'évoluer. Mais vous, la difficulté particulière en termes, voilà, quand vous répondez à un marché public, mhm. c'est voilà, où réside la principale difficulté? Que vous répondez à des marchés classiques, à des marchés réservés, en groupement? Enfin, comment, Oui, 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 on est vous sur êtes tous les ouvert? volets. Alors, pour exemple, le marché de déchetterie sur le Grand Paris Seine-et-Oise, euh, on est en groupement avec la Suez, par exemple. Donc OK. Euh, Donc c'est Suez qui a fait appel à vous pour répondre qui elle-même répond à un marché, c'est En ça? fait, ce qui se passe, c'est qu'ils répondent à un marché dans lequel il y a un volet Ouais, ESS, c'est ça. il y a un volet réservé. Et dans ce cadre-là, effectivement, pour eux, alors j'aime Ouais. pas le mot, mais c'est une réalité, on est la caution, c'est-à-dire qu'on n'est pas des milliers, en tout cas en région parisienne, à avoir cette capacité. Alors tant mieux pour nous, hein, pourvu qu'on la garde et qu'on la développe chez Oui, Aptima. non, mais c'est Euh, un moyen effectivement de l'acheteur de répondre à son obligation, c'est ça, l'entreprise c'est aussi, ça. et de vous faire travailler quoi, en fait, et de vous connaître parce que souvent c'est mal connu, quoi. Et Ah, ça mais permet c'est aussi peut-être de sécuriser l'acheteur, voilà, qui tout se à fait. dit, Alors, ce qu'on je essaye de faire chez Aptima dans ce cadre de ce maillage, c'est que on travaille à la fois sur ce qui nous concerne aujourd'hui, donc le volet réemploi, réutilisation, recyclage dans la loi AGEC, mais on essaye aussi d'un point de vue humain au niveau de nos salariés, puisqu'on a aussi quand même ce cœur de métier d'accompagner nos salariés, je le disais tout à l'heure, dans l'emploi, voilà, on essaye d'accompagner nos partenaires à la fois sur le volet environnemental et matériel, dirons-nous, et à la fois sur le volet salarial. Donc, je prends pour exemple, au-delà de vendre du matériel de réemploi à la Suez, nous y plaçons aussi des salariés ah en ouais. sortie positive
Donc, pour le coup, voilà, on essaye d'englober le tout dans une démarche globale, de manière à ce que ça soit plus fluide et que ça facilite en fait et qu'il y ait le moins d'intermédiaires possible, puisque on est sur le volet revente, certes, mais on est aussi sur le volet formation en interne. Euh, donc là, on a Ça un devient un salarié, par partenariat, exemple, quoi, tout effectivement, à fait, vous on a avez un ça. salarié qui a intégré la Suez il y a 6 mois, qui a signé son CDI. Et puis nous, on est totalement fiers de la démarche, puisque là, avec des groupes comme ça, des salariés sortent de chez nous avec un CDI, avec 14 mois de salaire et tout ce qu'on peut imaginer dans des groupes comme la Suez. Donc là, c'est une vraie réussite quand avec le même partenaire, on arrive à la fois à travailler sur comment dirais-je, tout le volet réemploi, réutilisation et recyclage, mais à la fois le volet salarial, ça prend tout son sens de l'économie circulaire, là, pour le coup. Alors, nous, on n'est pas dans la fabrication, donc on ne parlera pas d'éco-conception, mais on mutualise également des déplacements, puisque, en fait, nous, on est sur Mantes-la-Jolie, mais le centre de tri avec qui nous travaillons, par exemple, en termes d'exutoire, il est à Limay, donc à 8 km de chez nous. On a un autre prestataire qui s'appelle la Sotrema, qui, elle, est plus sûrement dans la gestion de bennes de déchets et de traitement de déchets sur les déchetteries, qui est de l'autre côté, à 8 km, pareil, du côté de Rosny-sur-Seine. Voilà, on s'assujettit déjà à essayer d'installer. Alors, ça peut paraître fou parce que Aptima existe depuis 76. Donc, on pourrait s'imaginer que effectivement, tout ça est bien, bien installé. Néanmoins, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que voilà, le SS a beaucoup évolué depuis, depuis 76. Donc, à chaque fois, il a fallu remettre des choses en route ou en arrêter d'autres d'ailleurs. Chez Aptima, depuis un certain temps, on est sur le volet déchets. Il y a une nouvelle équipe dirigeante depuis une année dont je fais partie, où nous sommes issus du monde du déchet depuis 15 à 20 ans. Donc c'est un vrai sujet sur lequel on a une vraie appétence, ça fait vraiment partie de notre ADN. Et charge à nous dans les marchés publics de le faire valoir par rapport aux différentes demandes. Donc, on a un gros espoir avec le Grand Paris Seine-et-Oise, mais pas un espoir de développement, puisqu'on cherche aussi, et avant tout, à se développer hors institution, de manière à avoir une liberté plus importante et de ne pas être tenu avec un ou deux donneurs d'ordre, ce qui pourrait être extrêmement dangereux pour une structure comme la nôtre. Donc, on essaye de diversifier au maximum les approches. Mais le Grand Paris Seine-et-Oise étant la plus grande communauté urbaine de France en nombre d'habitants, on peut y est fraîchement créée puisqu'elle date de 2016. Voilà, on peut imaginer avoir un vrai levier de développement à la fois pour eux comme pour nous sur ce dispositif de ressourcerie d'entreprise. Alors, on n'a rien inventé, hein. Moi, j'ai sourcé un peu. J'ai vu qu'il y avait quelques initiatives en France, mais qui sont vraiment à la marge. Et je ne sais pas pourquoi, moi j'y crois fortement, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, Erika, les personnes qui viennent en ressourcerie dite classique ne viennent pas du tout chercher. Enfin voilà, c'est vraiment deux aspects complètement différents. J'en veux pour preuve que nous, on est contactés par exemple par des entreprises qui montent des showrooms pour du mobilier d'entreprise dans Paris. Et croyez-le si vous voulez, mais une fois que le showroom a été monté, avec du matériel tout neuf, il dure une semaine, le matériel, personne n'en veut et ils ne savent pas quoi en faire. Donc là, on nous contacte pour nous demander si ça nous intéresse de venir le récupérer. Alors là, il y a deux difficultés. Effectivement, ou c'est une prestation payante pour venir le récupérer, parce que, ma foi, avec le coût aujourd'hui de l'énergie, notamment de l'essence et tout ce qui va avec, ça peut paraître délicat de se déplacer gratuitement, mais néanmoins, à côté de ça, c'est du déchet revendable largement, donc avec une rétribution pour nous. Donc il y a toujours cette difficulté de savoir si on va effectivement faire payer la prestation de déplacement pour la collecte. Mais aujourd'hui, on en est là. Vous avez des showrooms ou des salons qui, Dans une tout fois que le domaine, hein. salon est terminé, plus personne ne veut de ce qui a été installé sur le salon, puisque de toute façon, ça a essentiellement été acheté pour cet événement.
et il n'y a pas de vue en se disant, bah voilà, on va en faire 4 ou 5 dans l'année et on va garder ce mobilier pour les 4 ou 5 événements, puisque chaque événement aura peut-être sa particularité et que le mobilier qui aura été acheté pour le salon X ne conviendra pas au salon Y. Et donc, dans ce cas précis, ben, ça part à la benne. Au mieux, il y a, comment dirais-je, une affiliation avec ben, Écomobilier, de manière à ce que ça soit au moins recyclé. Mais quand vous envoyez du meuble neuf au broyage pour qu'il puisse être recyclé de nouveau en meuble, voilà, ça déchire un peu le cœur, quoi, puisque là, c'est vraiment du mobilier de grande qualité. On a été sollicité par une entreprise dans le premier arrondissement de Paris. Donc voilà, comme tout le monde s'en doute, dans le premier arrondissement de Paris, quand on monte un showroom de mobilier de bureau, on est plutôt dans du qualitatif. Et pour autant, ben, voilà, ils nous ont demandé si régulièrement, alors je pense que d'après mes souvenirs, on est sur 6-7 prestats à l'année, où on vient récupérer 20 à 25 mètres cubes de mobilier moderne, design et tout neuf. Du coup, c'est là où on a un peu de schizophrénie, puisqu'en fait, on sait que d'un autre côté, nous, dans notre domaine à nous tous, là, ben, on a cette loi AGEC qui monte en puissance, ces dispositifs qui vont de plus en plus prendre part dans notre vie professionnelle, mais de l'autre, ben, autant d'acteurs qui ne n'ont même pas conscience, en fait, la seule conscience, entre guillemets, et c'est pas une critique négative, hein, c'est que, ben, en fait, eux, leur enjeu, c'est de se dire, bah, tiens, si on peut le faire reprendre par une entreprise en insertion, ça permet d'avoir une caution, ça permet de remplir quelques cases en ce qui concerne le réemploi. Je suis désolé d'être un peu direct, mais c'est une réalité. Et pour le coup, ben, la patate chaude à la structure qui aura récupéré tout ça, charge à elle de s'en occuper. Euh, bon, tant que derrière, il y a des Ouais, exutoires, il n'y a pas de sujet, dirons-nous. Le vrai sujet, quand on rentre dans des volumes importants, c'est le stockage. ouais, c'est ça. C'est le stockage parce que ça peut être un vrai, vrai, vrai sujet. Alors, on l'a déjà au sein d'une ressourcerie dite classique, mais alors quand il s'agit de mobilier, là, comme la poche, je lui dis 450 bureaux, euh, même démonté, il y a un moment, faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de place et pas mal de logistique. Puisque, ben, alors c'est très anecdotique, hein, mais quand vous démontez un bureau, ben, il va falloir pouvoir le remonter si on vous l'achète et retrouver toute la petite visserie qui va avec. Et alors, je sais, ça peut paraître très anecdotique, mais quand vous proposez 20 bureaux et que vous vous rendez compte qu'il n'y en a que 4 sur lesquels vous avez les vis, parce que lors de la collecte, on n'a pas prêté attention à ça, vous êtes bien embêté. Et là, vous faites passer toute la thématique pour quelque chose qui n'est pas opérationnel. Et comme on le sait tous, quand on n'est pas content, on le fait savoir, beaucoup plus que quand on est content, en fait. Donc, Et donc charge ces à nous bureaux, vous les aussi. avez collectés, démontés et Oui, ça vous a permis, vous, de les remettre en état et de oui. pouvoir les proposer dans le Alors, cadre d'un marché ou... tout à fait. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'en fait, il y a aucune remise en état, puisque c'est là, en l'occurrence, c'était du matériel qui avait 2 ans, donc qui était quasiment neuf. C'est juste que bah, là, la Poste a libéré pas mal de locaux dans sa restructuration. D'accord. Et du coup, le matériel a été acheté il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ils avaient vu, enfin, c'était pas officiel, mais ils savaient qu'il fallait qu'ils quittent les locaux, mais il fallait bien les occuper pendant ces 2 ans. Donc, ça a été tout ce matériel qu'on nous a demandé de récupérer. Alors, ça part de l'armoire au bureau, au caisson, aux chaises. Enfin, là, vous pouvez équiper une entreprise de 150 personnes sans problème. Voilà pourquoi j'ai proposé au sein d'Apsima, en fait, de réfléchir ardemment à ce concept de ressourcerie d'entreprise, qui, encore une fois, n'émane pas de nous, euh, mais qui est très peu développé en France et, Oui, à oui, mon non, non, sens, c'est vrai que aurait c'est tout à pas très gagner connu. à, ouais, Je ouais, pense, ouais, ouais. notamment dans des zones d'activité. Exactement, On, ouais. on a un gros volet au niveau des institutions pour la réindustrialisation, pardon, ou en tout cas de créer des zones d'activité sur les collectivités. Et bah, je pense que ça Ah aurait oui, son non, non, sens c'est d'avoir un ces développement ressourceries. effectivement intéressant. Après, c'est le modèle économique, comme pour beaucoup de structures comme la nôtre, qui ne sont pas toujours évidents
à trouver. Donc, Dieu merci, au-delà des marchés publics, on a des dossiers de subvention qui sont consacrés à cet effet, qui nous permettent de démarrer des activités. Mais bon, nous Non, c'est qui intéressant. parcourons pas mal de marchés publics, bon, c'est le volet est présent. Ça, on peut pas le nier, hein, le volet réutilisation, ESS, tout ça est présent. Après, c'est encore un peu flou quand même pour les services. Je vais prendre un autre exemple qui ne vaut plus qu'il ne vaut, mais je vous le disais tout à l'heure, maintenant dans les déchetteries, vous avez obligation de positionner un local réemploi pour que les usagers aient cette possibilité de venir déposer une chaise qui n'est pas cassée, mais dont ils ne veulent plus. Et voilà, ces locaux sont présents, mais ne sont pas forcément mis en avant, que ce soit dans le dimensionnement, que ce soit dans la façon de les agencer, dans la façon de le communiquer, parce qu'on pourrait imaginer qu'on fasse la même chose dans les déchetteries pro, où effectivement dans les déchetteries professionnelles, on pourrait à la fois se séparer de choses qui sont pour le coup complètement réinutilisables et donc qui partiraient au recyclage, mais on pourrait imaginer qu'il y ait un espace réemploi pro où on puisse acheter ou en tout cas échanger en direct sur une déchetterie pro, comme on le fait dans la déchetterie usagée. Puisqu'en fait, on se retrouve avec les mêmes prérogatives au final. Et alors après, ça, c'est qu'une piste de réflexion, mais de faire grandir cette réflexion au niveau pro, purement pro, je pense que ça peut avoir du sens. Non, mais tout à fait, tout à fait. Alors je ne sais pas si je vois pas de questions. Est-ce que vous Non. avez des participants souhaitaient, réagir par rapport à l'intervention d'Olivier? Cas, il y a vraiment, je pense, au niveau structure de l'ESS, matière à, voilà, Oui, à répondre à des marchés dans le cadre de cette, voilà, dans le cadre de cette nouvelle obligation. Enfin, voilà, complètement. vous expliquez bien sur la partie immobilier, sur la partie, informatique que, Mm. vous Ouais, ouais. pouvez, même, voilà, vous auriez presque trop d'activités Ah, à il ce est moment. sûr que sur certaines institutions, notamment, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous, pour exemple, le département des Yvelines, est extrêmement porté sur le sujet. Alors après, ça doit dépendre des territoires, Oui, oui, c'est souvent par le la force cas, des choses. Mais en tout cas, au-delà des communautés d'agglo ou communautés urbaines, nous, le département, est très à cheval sur le sujet, notamment sur tout le matériel informatique dans les établissements scolaires, où ils tiennent absolument. Là, on a reçu une demande pour, on nous demande un devis pour la collecte et le reconditionnement de 300 ordinateurs dans un lycée, puisque le cycle des lycéens se termine. Donc, ils veulent avoir un nouveau cycle et charge à nous de récupérer les 300 ordinateurs qui sont distribués par l'établissement, de les reconditionner. Donc, on en parlait tout à l'heure, hein, tout ce qui va être nettoyage, remise à jour des logiciels et autres, pour qu'ils soient remis à disposition des lycéens, des nouveaux lycéens. Donc voilà, quand vous avez une institution locale qui est portée sur le sujet, force est de constater que ça facilite quand même beaucoup les choses, puisque vous êtes vous-même référencé auprès de ces institutions, donc elles savent directement à qui s'adresser quand il ne s'agit pas d'un marché public, hein. Mais pareil pour les marchés publics, régulièrement, ils n'hésitent pas à adapter, bien sûr dans le cadre légal, mais à adapter au plus près pour que les structures locales puissent répondre, parce que les marchés publics sont parfois très très lourds. Et Alors c'est vrai que voilà, des fois ça demande aussi du réseau. Enfin, nous on est là, enfin voilà, pour reboucler avec l'intervention d'Anaël, effectivement, pour travailler avec tout un réseau de partenaires et Mhm. l'idée c'est aussi d'accompagner l'acheteur public, parce que souvent c'est pas qu'il manque de volonté, mais c'est qu'il ne connaît C'est pas ça. forcément, voilà, la capacité des structures à répondre. Déjà, les activités des structures, de l'ESS, leur capacité ensuite, le deuxième niveau, voilà, c'est pas connu, donc on ne sait pas est-ce qu'elles sont en capacité de C'est répondre. ça. Donc nous, c'est de les accompagner sur la partie, c'est voilà, d'anticiper, de pouvoir travailler sur la programmation, de pouvoir, voilà, flécher peut-être des marchés qui pourraient rentrer, dans le cadre de marchés réservés, voilà, Mhm. d'inciter, si on anticipe suffisamment tôt, à faire du sourcing. En fait,
voilà, l'acheteur s'aperçoit que, dans le cadre du sourcing, il rencontre des structures qui sont de l'ESS qui sont très professionnelles, qui sont en capacité à répondre à leur marché. Ou alors, voilà, l'acheteur va, revoir un peu, réadapter son Mm. marché pour que, redimensionner, pour qu'il y ait ceux qui voilà, soit qui répondent, soit ça va être du marché réservé, soit il y aura possibilité de répondre, avec l'entreprise classique. Enfin, voilà, différentes modalités. Mais c'est vrai qu'il y a voilà, il y a encore ces liens qui doivent être faits. Donc, en tout cas, nous, sur l'Île-de-France. Alors, pour les participants qui sont hors Île-de-France, qui suivent le webinaire, il y a aussi, voilà, nous, on est en Île-de-France, hein, le GIP Maximien porte le réseau francilien de l'achat responsable, mais il y a, voilà, il y a d'autres réseaux, bien évidemment, France entière, et outre-mer. Donc, voilà, c'est vraiment important aussi qu'il y ait ces réseaux pour appuyer les acheteurs, dans bah, comment Les marches, ouais. dans l'accompagnement sur les marchés sur le développement Oui, des d'autant que l'Île-de-France, on parle souvent de l'Île-de-France, mais bon, Paris et l'Île-de-France n'est pas la France. Et oui, non, tout à moi, je fait, il y sais a que en dans les région. déchets, par exemple, il y a des territoires qui sont bien plus moteurs et avancés sur la gestion, là, pour le coup, des déchets. Je n'ai pas plus d'informations que ça sur les structures de ESS, mais je sais pertinemment qu'il y a des structures en ESS sur tout le territoire qui sont Oui, très oui, efficientes complètement. Il y a et des très réseaux qui sont réactives sur le tout à sujet. fait. Voire même, nous, ça nous a permis, voilà, on avait un pôle informatique historiquement, mais qui n'était pas forcément extrêmement développé. Et force est de constater que aujourd'hui, il prend de plus en plus d'ampleur de par les demandes institutionnelles, là, pour le coup, essentiellement. Essentiellement, et ce qui nous permet, nous, de répondre à des marchés sans forcément avoir toutes les prérogatives dans un premier temps, mais de pouvoir les construire une fois qu'on sait qu'on a remporté le marché. Euh, alors, c'est une prise de risque qui est calculée, bien entendu, mais c'est aussi cette opportunité que je trouve intéressante. C'est-à-dire, ben voilà, il y a un marché qui serait dans nos cordes en termes de compétences, mais pas forcément en termes de ressources humaines dans un premier temps. Ben voilà, on va calculer les risques, mais nous, on va répondre à ce marché si vraiment on est intéressé, justement pour créer à côté cette nouvelle activité, ou en tout cas renforcer une activité qui serait déjà présente sur notre structure, comme c'est le cas pour le pôle informatique. On n'avait pas de démantèlement jusqu'à ce jour. On a répondu à un marché pour la collecte des D3E avec la Poste, qui devrait démarrer à partir de janvier. Donc là, c'est la collecte des D3E sur toute l'île de France de la Poste. Et du coup, ça nous permet, puisqu'il y avait un volet démantèlement, d'être monté en puissance sur ce volet démantèlement. Donc c'est là aussi où nos structures, je dis nos structures, peuvent être vraiment en support, puisqu'on a cette possibilité d'évolution assez rapidement, en fait. Oui, Euh, oui, non, c'est Ce qui n'est pas forcément le cas un dans une levier pour entreprise dite plus classique, où l'embauche de salariés est tout de suite plus problématique, puisque pas dans des dispositifs d'accompagnement institutionnel. Nous, quand on a ce genre de marché, voilà, on n'a pas de difficulté à pouvoir se dire, voilà, on va faire une demande pour 4 ou 5 ETP et puis monter oui. sur ce dispositif. Et en plus, faire grandir nos salariés en termes de compétences. Parce que c'est aussi un enjeu pour nous, euh, dans le souci de sortie positive chez nos partenaires, voire nos donneurs d'ordre. Oui, c'est Euh, intéressant parce que là, voilà, ça permet ouais, de faire embaucher, certains de vos salariés en plus, Ça reste le cœur de notre métier, parce que c'est vrai ça, qu'avec c'est tout très ça, on a tendance intéressant. à s'assujettir Et c'est essentiellement à vrai que c'est l'activité financière. mais non, mais Mais il ne faut c'est vrai pas que c'est très oublier que nous, intéressant parce on que ça fait le a... lien avec le social et Ben oui, oui, on ça, doit c'est vraiment absolument très positif. Ouais, ouais, tout à faire des fait. sorties positives ou à minima accompagner au mieux les personnes que nous avons dans la structure. On a aujourd'hui quasiment entre 70 et 80 salariés Ah oui. en insertion. Dans les 2 Euh, structures, hein, c'est ça, EI et oui, ACI. EI, D'accord. voilà. Et la difficulté, c'est de réussir aussi à remplir les prérogatives des marchés, faire ce lobbying positif, parce qu'on n'a pas le choix, il faut le faire, notamment pour le dispositif de ressourcerie pro, mais de gérer aussi la rotation
des salariés, puisque ben, tout le monde n'arrive pas en même temps, il y a des contrats qui arrivent à terme, donc des sorties, mais l'activité, elle est toujours là, donc il faut vite rentrer du... Donc il y a tous ces paramètres à prendre en compte, d'où l'intérêt d'être assez proche de certains prestataires ou partenaires ou donneurs d'ordre, justement pour faire sens d'un point de vue local et ne pas freiner, en fait, comment dirais-je, les activités de nos structures en ESS parce que ben, on peut à la fois aussi vite monter, mais on peut très très vite se retrouver en difficulté également dès qu'on a un pan d'une activité qui commence à Ouais, redescendre par manque de personnel ou autre. Donc voilà, on est toujours un peu sur le fil, c'est ce qui rend la chose intéressante, puisque ben, voilà, il y a vraiment ce volet social, économique et ouais, qui environnemental, ces c'est trois environnemental, les volets-là 3 piliers qui là OK. sont bah, très très clients et qui, enfin, certes peuvent fonctionner indépendamment, mais qui au final ne vont pas les uns sans les autres. Oui, complètement. Surtout ben, avec cette évolution. Moi, ma crainte aujourd'hui, c'est de me dire que ben, effectivement, toutes ces lois qui sont très pertinentes, ben, on va dire que une grande partie des gens en prennent connaissance aujourd'hui, alors que c'est pas d'aujourd'hui, et qu'on ressent une petite précipitation par moment à vite se mettre dans les clous, quitte à en oublier ben, comment les choses se passent réellement. Oui, Euh, oui, c'est vrai que des fois, bon, le cadre juridique fait enfin, c'est voilà, ça. c'est aussi, C'est ça, le c'est ça. fait Alors, c'est une qu'il y ait des opportunité pour lois nous, que les choses mais ça avancent, peut mais aussi être. Alors, pour finir avec ce volet-là, je pense que le sourcing au niveau des institutions peut vraiment être une force pour eux, puisque ça évite quand même de tomber dans certains poncifs un peu faciles et de se dire, bah, tiens, on va appeler la structure d'à côté sans trop savoir si elle est bah, en capacité de répondre, parce que c'est extrêmement frustrant d'un côté comme de l'autre d'avoir ces structures en ESS, mais à qui on ne permet pas d'évoluer, ou alors qu'on étouffe parce que ben, trop de demandes d'un coup, parce que ben, il y a un cadre juridique qui oui, oui, fait bien qu'il sûr, faut tout de oui, oui. suite qu'on rentre dans les clous, comme je le disais. Donc voilà, charge à chaque pardon, structure au niveau local ben, d'essayer de maîtriser tous ces volets pour y arriver, mais de ce que je vois, voilà, ça s'articule pas trop mal en Non, France mais en en tout tout cas, cas, vous hein. avez, voilà, de beaux jours devant vous pour évoluer compte tenu de, voilà, Oui, de normalement, oui. l'évolution, juridique. A priori, ça se présente pas trop mal. Je vois que voilà, on arrive à la fin de Oui, cet atelier, donc je vois pas d'autres, voilà, d'autres mains levées ou réactions. Donc je suis facilitatrice, je m'informe des activités, structures de l'ESS pour évoluer, collectivité que j'accompagne. Oui, oui, là, il y a du c'est très, très bien voilà, de tenir la main des collectivités parce que c'est des fois, oui, non. Voilà, les acheteurs ont aussi, voilà, beaucoup de travail par ailleurs. Ils sont beaucoup aussi sur, il y a beaucoup on leur demande beaucoup et voilà, c'est il ça. faut les accompagner C'est ça, pour, c'est ça. voilà, leur C'est à peu près permettre, chacun son tour, en aussi fait, de hein. exactement, voilà, Ils nous voilà. accompagnent sur Je pense certaines choses, on les accompagne ouais, sur d'autres. c'est pas de la mauvaise volonté, mais c'est vrai qu'on leur demande beaucoup et Oui, voilà, si on les accompagne, je pense que les choses iront et ce sera beaucoup plus simple pour eux. Ils sont demandeurs. Beh, merci beaucoup, merci à tous. Donc, bah, comme merci beaucoup. d'habitude, là, je vous enverrai on vous enverra le replay et puis, les supports et puis le lien, voilà, le lien du site, d'Aptima pour ceux que là, ça pourrait intéresser. Très bien. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci Merci aux également. intervenants. Merci. Bon appétit à tout le monde. Merci, au revoir, Au hein. revoir. Au revoir. Au revoir.